C'est une bataille de David contre Goliath, et apparemment David n'a pas peur de passer à l'offensive. Au 6e mois anniversaire de l'invasion cruciale de Koursk, l'Ukraine a répété ses efforts révolutionnaires pour montrer à la Russie qu'elle peut aussi jouer l'agresseur. Les nouvelles attaques de l'Ukraine dans la région de Koursk sont rapportées par des reporters militaires russes sur les réseaux sociaux, qui ont fourni des preuves vidéo confirmant que l'Ukraine a réussi à avancer d'au moins 3 miles, soit 5 km, plus loin dans Koursk. Cela signifie que l'Ukraine a réussi à envahir le territoire russe, non pas une fois, mais plusieurs fois, et a saisi plus de territoire à Koursk. Cela prouve aussi que la guerre en Ukraine est loin d'être finie, et que l'Ukraine veut aborder les négociations de paix, non pas en tant que défenseur faible, mais en égal de la Russie. Et tout au long de cela, il y a des fuites qui suggèrent que le président Trump a finalement réussi à élaborer un plan de paix pour la guerre, mais cela pourrait ne pas bien se passer pour l'Ukraine, ce qui est peut-être exactement pourquoi l'Ukraine a lancé cette nouvelle attaque en premier lieu. Mais qu'y a-t-il d'autre sous la surface? Et comment l'Ukraine a-t-elle mené cette attaque? Explorons les récents développements du conflit et leurs possibles évolutions. Commençons par les détails de l'avancée. Il n'y a que quelques sources, à peu près fiables, pour les détails réels derrière l'offensive renouvelée, et la plupart d'entre elles proviennent en fait de blogueurs militaires russes et de posteurs sur les réseaux sociaux qui se concentrent sur la guerre. Des clips vidéo divulgués, recueillis à partir de séquences de drones, ont montré l'infanterie mécanisée ukrainienne, ou pour être plus précis, des véhicules de soutien d'infanterie, se déplaçant dans la zone autour de Fanasayevka, un petit établissement à environ 3 miles de ce qui était communément compris comme étant la ligne de front dans la région de Koursk. Certains blogueurs militaires laissent entendre que l'avancée ukrainienne est encore plus loin dans Koursk que rapporté, avec des estimations selon lesquelles ils auraient atteint Ulanok, un établissement qui se trouve encore 3 miles plus loin en territoire russe. L'avancée possible de 6 miles représente probablement l'Ukraine profitant des lacunes stratégiques russes dans la région, qui découlent de ses défenses anti-aériennes affaiblies et de son infanterie quelque peu dispersée. Premièrement, l'Ukraine cible spécifiquement les batteries anti-aériennes et les lignes d'approvisionnement dans la région de Koursk et les régions voisines de l'Ukraine. L'Ukraine a accompli cela grâce à ses nouvelles capacités à longue portée, résultant de plusieurs années de progrès en matière de drones et de dons cruciaux des États-Unis et de l'OTAN. Un des derniers exemples en date était en novembre, lorsqu'un missile Atacams a endommagé, ou peut-être même détruit une batterie S-400 dans la région de Koursk. Cela provient d'une déclaration émise par le ministère de la Défense russe, ce qui est une rare admission d'un pays qui sous-estime notoirement l'état réel de son armée, ses progrès et ses pertes. Le S-400 est l'un des systèmes anti-aériens les plus modernes actuellement déployés en nombre important. La Russie a utilisé le S-300, le S-400, et même éventuellement son successeur, le S-500, dans la guerre en Ukraine. Les systèmes de défense anti-aérienne modernes ont une portée suffisante pour détecter les missiles balistiques à longue portée et les missiles plus courts comme les Atacams, avec une cybersécurité avancée contre le spoofing. Ces systèmes fonctionnent généralement efficacement, comme en témoignent de nombreux rapports d'attaques de drones à longue portée. Des attaques ont été signalées avec un taux de réussite maximal de 10%, mais celles ayant atteint leur cible ont clairement été efficaces pour éliminer certaines défenses cruciales de la Russie. En Ukraine, l'armée a porté de lourds coups à l'armée russe et à son industrie. Fin janvier, des drones ont frappé la raffinerie de pétrole de Nijni Novgorod en Russie centrale, à 520 miles de la frontière. Cette raffinerie représentait 5% de la capacité de raffinage de la Russie. Avec d'autres attaques sur des cibles similaires, on estime que les drones à longue portée ukrainiens ont réduit la production de produits pétroliers de la Russie d'au moins 10%, ce qui aura des répercussions à court et à long terme sur l'industrie énergétique. L'ampleur du manque de défense anti-aérienne de la Russie à Koursk et dans les régions environnantes était déjà évidente avant la dernière frappe, il y a quelques jours. Suite aux frappes à longue portée, la Russie a dû retirer une partie de ses systèmes de défense de Crimée. Cela a 2 implications notables pour l'état de la guerre. Le retrait par la Russie de certains systèmes de défense anti-aériens signifie probablement qu'il manque dans des zones critiques, comme Koursk. Cela montre le peu d'impact de la contre-offensive russe dans la région. Rappelez-vous, la Russie a techniquement commencé la contre-offensive dès septembre 2024, environ 6 semaines après que l'Ukraine est entrée à Koursk pour la première fois. Les progrès de cette contre-offensive étaient au mieux discutables, la Russie prétendant avoir libéré de petits villages et l'ayant qualifié de succès significatif. Selon certaines sources, la Russie n'a pas réussi à reprendre la moitié du territoire occupé par l'Ukraine à Koursk. Cela peut indiquer un effondrement presque total des forces locales pour mener une offensive sérieuse. Pendant l'offensive de Koursk et la contre-offensive qui a suivi, la Russie continuait à progresser sur la ligne de front principale dans le Donbass.
Cela démontre que la Russie a sérieusement sous-estimé l'effort, l'équipement et la stratégie que l'Ukraine a investi pour s'assurer que Koursk serait occupé pendant plus d'un mois ou deux. Des informations indiquent également que la Russie a contraint les troupes nord-coréennes à quitter Koursk. La Corée du Nord a envoyé environ 11 000 soldats à Koursk dès le mois d'octobre. Alors que les reportages de l'époque suggéraient qu'il s'agissait d'une force de combat solide qui ne devrait pas être sous-estimée, les résultats réels étaient à tout sauf impressionnants. Lors des affrontements sur le champ de bataille, les Nord-Coréens étaient souvent ridiculisés par les Ukrainiens, pour leur manque de préparation au combat, d'équipements modernes et de connaissance de l'omniprésence des drones dans la guerre en Ukraine. Les troupes nord-coréennes ont connu quelques revers notables à Koursk, du manque de formation avec l'armure moderne et les tactiques associées, aux barrières linguistiques qui existaient entre eux et les forces russes développées natives. Dans certains cas, l'incompréhension était si grande que les Nord-Coréens ont tiré sur des renforts tchétchènes amis dans ce qui aurait dû être une poussée considérable pour reprendre une partie du territoire clé à Koursk. L'action a été un échec retentissant, démontrant l'incompétence générale des forces nord-coréennes. Mais ce n'est pas comme si les Russes n'avaient pas commis leur propre cas d'erreur d'identité. Les troupes nord-coréennes ont déployé un rare système de défense anti-aérienne, rétro-conçu à partir d'équipements soviétiques, sur un châssis unique. Les opérateurs de drones russes l'ont détruit par erreur, le pensant ukrainien. On croyait que les forces nord-coréennes avaient de bonnes chances d'atteindre l'objectif fixé par Poutine pour la contre-attaque. Sur les 11 000 soldats déployés à Koursk, environ 3 000 ont été blessés ou tués au combat, et certains ont déserté ou ont été capturés par les Ukrainiens. En somme, l'ajout des Nord-Coréens a probablement seulement prolongé la misère de la contre-offensive russe, n'ayant pas réussi à gagner du terrain significatif et n'ayant fait qu'augmenter le nombre croissant de victimes subies par l'armée russe durant la guerre. Le retrait des Nord-Coréens de Koursk indique donc assez clairement que Poutine n'a pas vraiment une bonne idée de ce qu'il faut faire pour expulser l'armée ukrainienne de la région. Mais c'est la deuxième implication du manque de défense anti-aérienne, qui pourrait être encore plus importante. Vous voyez, le déploiement des Nord-Coréens à Koursk n'est qu'un symptôme d'un problème plus grand que semble avoir la Russie, et c'est un manque très probable de main-d'œuvre et d'équipement. L'incursion ukrainienne à Koursk il y a 6 mois a non seulement montré que l'Ukraine pouvait être l'agresseur, mais a aussi obligé la Russie à diviser ses forces. Une troisième raison, liée aux accords de paix, existe également, mais nous y reviendrons plus tard. L'Ukraine a été en infériorité numérique significative durant tout le conflit. Au début de la guerre, on estimait qu'elle n'avait que la moitié de la main-d'œuvre et environ un 10e à un 5e de l'équipement militaire que possédait la Russie. Malgré les dons de l'OTAN permettant à l'Ukraine de compenser la dernière catégorie, la première restait difficile à soutenir. La Russie a environ 3 fois plus d'habitants que l'Ukraine, ce qui lui donne un bassin de recrutement bien plus vaste. Et pourtant, les estimations actuelles suggèrent que l'Ukraine a quelque peu comblé l'écart dans le nombre de troupes. La conscription généralisée et les pertes colossales subies par la Russie pendant la guerre peuvent expliquer cette situation où les gens prennent les armes pour défendre leur nation contre une invasion. Les rapports actuels du ministère de la Défense ukrainien suggèrent que la Russie a subi plus de 850 000 victimes, c'est-à-dire des morts et des blessures invalidantes combinées. Au début du conflit, la Russie avait déployé entre 150 000 et 200 000 militaires actifs aux frontières de l'Ukraine. Même en considérant l'estimation la plus élevée comme la plus juste, la Russie a essentiellement renouvelé les combattants de première ligne au moins 4 fois. Avec ce taux de perte, il est indéniable que la Russie souffre d'un manque significatif de personnel formé et de morale. Cela est d'autant plus aggravé que l'économie russe subit également un coup dur en même temps. Le recrutement massif de soldats, estimé à plus de 300 000 par an, entraîne une pénurie de main-d'œuvre dans les secteurs domestiques, industriels, manufacturiers et agricoles du pays, qui peinent à répondre aux besoins. Le problème s'amplifie si la Russie décide d'importer presque tout pour épargner la main-d'œuvre industrielle pour la guerre. Si cela arrive, les prix augmenteront. En réponse, l'armée russe devra augmenter le salaire des soldats et la prime que la famille reçoit en cas de leur décès, ce qui ne fait que vider encore plus les caisses du pays. C'est un cercle vicieux de pertes financières pour nourrir l'incessant broyeur de viande au front. L'explication la plus raisonnable de la tactique nord-coréenne, si on peut l'appeler ainsi, est que ces troupes ont été utilisées uniquement parce qu'elles étaient moins coûteuses à organiser et à entretenir que les Russes natifs. En essence, Poutine savait que les Nord-Coréens étaient nuls pour mener une guerre moderne, mais il s'en fichait vraiment. Tant que la Russie pouvait se présenter comme ayant un avantage numérique, cela suffisait. Du moins c'était le plan de départ. Avec si peu de progrès à Koursk, il est probable que les pertes de Poutine n'ont fait que s'accroître à cause des campagnes inefficaces et des stratégies mal exécutées.
Et c'est exactement ce que l'Ukraine voulait réaliser avec l'invasion de Koursk. Cela a fourni suffisamment de distraction aux forces russes pour qu'elles soient obligées de se réorganiser. Cela a coûté à la Russie l'initiative sur la ligne de front du Donbass. Pour ravitailler un nouveau front, la Russie a dû allouer encore plus de temps, d'argent et de personnel à la guerre. En revanche, les forces d'invasion ukrainiennes ont eu besoin de très peu pour commencer l'incursion, car elle s'est produite relativement près du territoire qu'elles avaient déjà amassé avec des troupes. Ce qui a fini par surprendre, c'est le succès retentissant de l'invasion. Malgré les prévisions probables de l'Ukraine, il était étonnant que la Russie ne défende que faiblement la frontière entre les deux pays, avec seulement quelques troupes inexpérimentées et des conscrits. Cela a entraîné une vague de reddition au début de l'invasion, permettant à l'Ukraine de pénétrer plus profondément en territoire russe que prévu. Pire encore, les Russes ne voulaient pas admettre qu'ils perdirent la bataille de Koursk. Il n'a pas rapporté les événements de manière véridique, entraînant une sous-réaction flagrante du Kremlin, et probablement un manque significatif de ressources investies dans la contre-offensive lors des premières semaines. Mais si l'Ukraine avait réussi à obtenir des victoires significatives uniquement en envahissant et occupant le territoire à Koursk, pourquoi a-t-elle lancé une autre offensive majeure dans la même zone ? La réponse est probablement liée à la troisième et dernière raison pour laquelle l'Ukraine a commencé l'invasion en premier lieu, et aux événements récents qui l'ont mise en avant-plan. Lors de l'invasion en août, l'Ukraine subissait déjà une légère pression de l'OTAN et de ses alliés pour tenter de mettre fin pacifiquement à la guerre. Personne ne parlait encore de pourparlers de paix, car chaque partie affirmait que l'autre refusait de négocier. Cela a mené à une proposition sino-brésilienne présentant un accord désastreux pour l'Ukraine. Selon cet accord, la Russie prendrait le contrôle de tous les territoires occupés, qui devaient être libérés de l'Ukraine. L'Ukraine n'obtiendrait qu'un cessez-le-feu en échange. De plus, l'absence d'accord précis sur la durée du cessez-le-feu compliquait l'acceptation de l'accord par l'Ukraine. Mais le sous-entendu de l'accord était évident. L'Ukraine était encore vue comme susceptible de perdre la guerre dans l'année. L'Ukraine devait donc prouver au monde qu'elle pouvait faire bien plus que simplement se défendre contre la vague incessante de forces russes à sa porte, et elle devait le faire avec autant de surprise que possible. Ainsi l'Ukraine a fait l'impensable. Elle a directement attaqué la Russie. En prouvant qu'elle pouvait occuper un morceau de territoire russe, l'Ukraine a réussi à recueillir les éloges des conseils de guerre et des stratèges du monde entier. Fait! Plus important encore, tant qu'elle garderait le contrôle sur les morceaux occupés de Kursk, elle aurait un atout à utiliser contre la Russie. L'échange serait simple. En cas d'accord de paix, la Russie se retirerait des territoires occupés contre le retour de certaines parties de Kursk. Cela simplifie trop les négociations de paix, car il y aurait sûrement aussi des réparations pour les immenses dommages économiques et démographiques subis par l'Ukraine pendant ces 3 ans. Quoi qu'il en soit, l'Ukraine utilise Kursk pour renforcer sa position dans d'éventuelles négociations de paix. Cette nouvelle offensive, 6 mois après la première, s'explique par le changement d'administration américaine. Sous la présidence de Trump, la politique étrangère des États-Unis pourrait différer de celle des 4 années précédentes. Avant la guerre de 2022, Trump avait exprimé son admiration pour Poutine, affirmant que la Russie et les États-Unis se ressemblaient plus qu'il n'y paraît. Poutine a aussi fermement soutenu les campagnes de Trump à chaque occasion, en raison de l'attitude favorable de ce dernier envers la Russie. Ou du moins c'était le cas avant l'investiture de janvier. Les politiques de Trump n'ont pas encore pris un virage radical par rapport à celle de Biden. Les États-Unis continuent de maintenir les dons à l'Ukraine. Trump a cependant aussi critiqué les pays de l'OTAN qui ne contribuent pas suffisamment à l'organisation. C'était un point de discorde majeur entre les membres de l'Alliance avant la guerre, car seuls 3 pays ont alloué plus des 2% convenus de leur produit intérieur brut à la défense nationale pendant les années 2010. Quand il est devenu clair que la Russie menaçait potentiellement l'Ukraine, l'Europe et au-delà, de nombreux pays ont changé de ton. L'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Pologne, l'Italie et d'autres pays ont augmenté leurs dépenses en défense militaire et nationale. Les nouveaux membres de l'Alliance, la Suède et la Finlande, sont résolus à satisfaire cette exigence dès le début. La Finlande possède déjà un complexe militaro-industriel robuste, dédié à la R&D de nouvelles armes, dont beaucoup de prototypes sont basés sur la performance des dons à l'Ukraine pendant la guerre. Cela pourrait mettre fin aux spéculations sur un départ des États-Unis de l'OTAN, car la plupart des problèmes seraient résolus. Mais la position de Trump sur la guerre elle-même est également en question. Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il considère la guerre comme une perte de temps et qu'elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Il a aussi audacieusement déclaré avoir un plan pour terminer la guerre en quelques jours, du moins par la voie diplomatique. Cependant, le manque de détails concrets sur l'accord de paix de Trump suscite de nombreuses spéculations.
La théorie courante est que Trump travaille sur un cessez-le-feu de 100 jours, qui mettra finalement fin à la guerre. Les plans non confirmés ont été divulgués uniquement par des médias ukrainiens, donc prenez ces détails avec précaution. Le plan comprend des aspects clés. Le cessez-le-feu, l'annexion de territoires et le statut de l'Ukraine au sein de l'UE et de l'OTAN. Pour le cessez-le-feu, le concept est simple. L'Ukraine et la Russie arrêteraient la guerre. L'OTAN pourrait envoyer des forces de maintien de la paix dans les zones de combat, dans l'espoir de prévenir de nouvelles violences. Toutefois, les deuxième et troisième points du plan sont assez controversés. Le plan implique l'annexion officielle par la Russie de tout le territoire qu'elle a revendiqué et occupé pendant la guerre, y compris une grande partie du Donbass. Pire encore, l'Ukraine devra complètement se retirer de Koursk et la céder à la Russie. Deuxièmement, l'Ukraine serait interdite d'adhérer pleinement à l'OTAN, demeurant neutre, ce qui pourrait changer à long terme. Selon le plan proposé, l'Ukraine est vouée à perdre autant que possible, et les suggestions ne sont guère meilleures que le plan de paix chinois de 2024 aussitôt rejeté par les Ukrainiens. Bien sûr, il y a quelques points positifs inclus dans le plan, à la fois pour l'Ukraine et la Russie. Il a été suggéré que l'OTAN continue les dons économiques pour aider les efforts de reconstruction en Ukraine, estimés à environ 480 milliards de dollars, toujours inférieurs au budget militaire annuel des États-Unis. De plus, certaines sanctions économiques contre la Russie seraient levées, lui permettant de mieux fonctionner dans le commerce international. Si le plan est avéré, il paraît extrêmement déséquilibré en faveur de la Russie. L'Ukraine est destinée à perdre environ un cinquième de son territoire, riche en ressources naturelles et propice à l'agriculture. Ce serait un coup dur pour un pays qui lutte depuis 3 ans pour maintenir ses frontières. En somme, aucune confirmation tangible du plan n'a été divulguée à ce jour, et il est fort improbable que les deux parties acceptent cet accord dans le contexte actuel. Mais peut-être que c'est tout l'intérêt de l'offensive renouvelée à Koursk. En poussant à nouveau avec succès en territoire russe, l'Ukraine semble vouloir éviter de donner un avantage de négociation à la Russie ou aux États-Unis. Et plus l'Ukraine met la pression sur Koursk, moins il est probable que l'armée russe progresse sur le front du Donbass. Koursk est aussi un site potentiel pour des armes à longue portée. Chaque kilomètre gagné par l'armée ukrainienne en territoire russe lui permet de déplacer ses systèmes à longue portée pour tirer sur Moscou. Avec le pouvoir de Poutine menacé à Moscou, l'Ukraine espère pouvoir mettre fin à la guerre ou épuiser les ressources russes avant de manquer elle-même de munitions et d'équipements. Selon vous, l'Ukraine va-t-elle lancer une offensive majeure vers Koursk ou peut-être même viser une autre région complètement différente? Les plans de paix spéculés ont-ils du mérite? Merci d'avoir regardé, et laissez vos commentaires ci-dessous. Vérifiez maintenant que Poutine a perdu pour vous préparer à l'effondrement du Kremlin, ou cliquez sur cette autre vidéo.